J'attendais tellement ce film que je me suis tapé 3 films Nosferatu en 24 heures avant d'aller au cinéma. Nosferatu. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura aucun spoiler, vous êtes tranquille, mais après, on va tout spoiler. Nosferatu raconte l'histoire d'un jeune homme allemand qui vient tout juste de se marier, mais qui recherche plus d'argent. C'est là que son patron va lui proposer une nouvelle mission. Il va partir du nord de l'Allemagne durant plusieurs semaines pour arriver en Transylvanie, afin de convaincre un comte avec beaucoup d'argent de prendre une résidence dans sa ville en Allemagne. Mais avant de commencer, j'aimerais remercier le partenaire officiel de cette vidéo, vous le connaissez, c'est CyberGhost VPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. C'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne, mais c'est aussi un service utile que j'utilise. Vous le savez, nous avons l'un des pires catalogues de streaming et je vous mets dans la description et dans le commentaire épinglé des sites web pour savoir dans quel pays se situe le film que vous voulez regarder. Ensuite, vous changez de pays, que ce soit les États-Unis, le Canada, la Suisse, la Belgique, le Royaume-Uni, l'Italie, peu importe. Beaucoup de ces pays ont la VOSTFR et certains même la VF pour ceux que ça intéresse. Quelques exemples, sur Netflix, vous avez déjà It Ends With Us, Bad Boys 4, Kung Fu Panda 4 et même Emilia Pérez. Sur Prime Video, vous avez Challengers, soit l'un des meilleurs films de l'année. Sur Apple, vous avez déjà des films comme Fly Me to the Moon. Sur Disney+, vous avez évidemment Deadpool et Wolverine, Vice Versa 2 et déjà Alien Romulus. Sur Max, c'est la fête, mais attention, il faut l'utiliser depuis l'application Max. Mais vous avez Max si vous avez un abonnement via MyCanal par exemple. Là, vous avez accès à Beetlejuice 2, Horizon Kevin Costner, Joker 2, déjà, Trap et même Juré numéro 2 dès cette semaine. Pour les gros consommateurs de YouTube, vous avez accès à YouTube Premium pour beaucoup moins cher, que ce soit afin de ne pas avoir de publicité, écouter les épisodes en mode podcast ou les télécharger. Et pour ceux qui s'intéressent, mieux soutenir les créateurs. Vous prenez un pays de l'Union Européenne où c'est plus simple d'accès comme la Roumanie et la Bulgarie et ça sera moins cher. Et oui, ça marche encore aujourd'hui, il y a plein de tutos en ligne qui vous expliquent comment le faire si vous n'y arrivez pas. Vous serez en bien plus grande sécurité avec un VPN, que ce soit sur la Wi-Fi de l'université, de l'hôtel, de l'aéroport ou même de chez vous. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total. C'est disponible sur tous vos appareils préférés et cela sans aucun problème. Vraiment, tout le monde peut l'utiliser en quelques clics. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description et dans le commentaire épinglé afin de vous abonner à CyberGhost VPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Nosferatu est le nouveau film de Robert Eggers que moi j'adore. J'adore The Witch, j'adore The Northman, j'adore aussi The Lighthouse évidemment. J'adore ce mec. J'ai aimé tout ce qu'il a fait. Il ne m'a jamais déçu. À chaque fois que je vois ses films, je l'ai toujours défendu. J'ai toujours kiffé son cinéma. Il fait partie un peu de ces nouveaux cadors de l'horreur avec lequel plein de grands acteurs aiment travailler. Et bref, j'adore ce mec. J'étais grave chaud pour Nosferatu. Faut aussi savoir que j'adore les vampires. J'adore Dracula, j'adore Nosferatu, les films, les livres, bref, surtout le livre Dracula. Et je dis pas ça parce que je suis roumain, attention, et je dis pas ça non plus parce que je viens de Transylvanie, mais j'adore cet univers. J'adore les vampires un peu crades. Moi, les vampires beaux gosses et tout, ça m'intéresse pas du tout, j'en ai rien à foutre. Moi, j'aime bien Nosferatu, le Dracula crade. Et du coup, je me suis retapé les films Nosferatu, le Murnau que moi j'aimais beaucoup, que j'ai vu plusieurs fois, et le Herzog que j'avoue j'ai découvert. Et je me suis aussi fait L'ombre d'un vampire que j'aime pas trop personnellement, mais c'est du coup le film qui parle du tournage du film original. Mais c'est intéressant parce que du coup, c'est Willem Dafoe qui joue Max Schreck, qui est l'acteur qui jouait Nosferatu en 1922. Bref, je suis fan de la mythologie, je suis fan des films, et j'étais quand même hyper ouvert d'esprit par rapport à ce que j'allais voir. Si le film allait être bon, j'allais être convaincu. Même si ça prend des libertés par rapport aux autres œuvres, par rapport à la mythologie, je m'en fous. Du moment que le film est bien, ça me suffit. Parce que l'ambiance, on est clairement plongé dans le 19e siècle, au nord de l'Allemagne, avec du coup 2 personnages principaux. Globalement, ça sera Nicolas Hoult qui va partir en Transylvanie, mais l'autre côté, Lily Rose Depp, qui sera, elle, un peu possédée. T'as l'impression qu'elle va faire des rêves un peu fiévreux où elle sera presque malade. Bref, il y a un doute sur elle et ça sera du coup les 2 intrigues qu'on va suivre jusqu'au moment où évidemment elles vont se rejoindre de nouveau. Et c'est là qu'on est directement plongé dedans. Je trouve la représentation de la ville magnifique. Je trouve qu'ils ont réussi vraiment de rendre cette ville vivante avec plein de gens, plein d'endroits différents filmés. L'ambiance, la brume, la couleur même de la photo, très bleue généralement. Même les intérieurs, ils sont souvent très pleins, surtout ceux qui font des recherches, les scientifiques, les médecins, et beaucoup plus spacieux lorsque c'est les personnes riches. Ils ont vraiment réussi à
gérer tous les décors. J'étais vraiment immergé, même le château du comte Orlok, je trouve que c'est peut-être la meilleure représentation qu'on a du château. Il y a un côté très château de Bran pour le coup, mais je trouve que c'est réussi, t'y crois à fond. J'aime beaucoup le travail sur la lumière naturelle, les bougies et même la lumière de la lune, qui est pas la vraie lumière de la lune, mais les lumières qu'ils ont utilisées pour donner toujours cette impression de moments très éclairés, même de nuit, qui rend très très bien, parce que la majorité du film se passe de nuit, normal, c'est un film de vampire, mais cette lueur de la lune qui éclaire, j'ai trouvé génial, et j'adore l'esthétique du film, comme j'ai adoré l'esthétique de tous les films de Eggers. Je trouve qu'il arrive à très bien composer ses cadres, surtout par rapport au côté religieux de l'œuvre, c'est ce qui l'intéresse, hein. Il y a beaucoup de symbolisme religieux, tu vois qu'il adore les cultures païennes, qu'il met souvent en opposition à l'occulte et au christianisme. J'aime beaucoup aussi son respect par rapport à l'identité. Genre, il a pris des vrais Roumains pour certaines scènes. Il y a des Roumains et des Roms, et les Roumains, en tout cas le Roumain que moi j'ai entendu, ils parlent bien roumain. Tu vois que c'est des vrais Roumains. Ils ont l'accent de Transylvanie. Je sais parce que j'ai le même. Et oui, il y a plein d'accents aussi en Roumanie, mais ils ont l'accent. Et du coup, il a pris des vrais gens qui, moi, qui parle roumain, j'étais complètement immergé parce que j'y croyais, quoi. Et moi, qui suis aussi originaire des Carpates, j'entendais un accent que je connaissais plus ou moins bien. Ça dépend lesquels. Et parfois, tu as des phrases qui sont impossibles à comprendre. Mais en même temps, il y a des dialectes, j'ai l'impression, et aussi du latin qu'il utilise beaucoup. En termes d'immersion, top. J'adore le travail qu'il fait sur les ombres, que ce soit les mains, les figures. Il y a souvent la main de Orlok qui est de manière symbolique sur la ville et plein d'autres endroits, surtout la femme aussi, par exemple. J'adore le travail qu'il fait sur les transitions des silhouettes. Il va surtout beaucoup montrer Orlok en silhouette. Et il y a plein de transitions qui sont faites par rapport à lui. Il va transiter d'une scène à une autre. Et j'adore le montage d'ailleurs de cette manière-là. C'est vraiment bien géré. Je trouve qu'il a réussi à installer une ambiance tout en faisant un petit peu flipper à certains moments. Une ambiance un peu pesante, juste par sa mise en scène et par sa nouvelle approche des endroits qu'on connaît déjà de Nosferatu. Et en plus de ça, ces transitions en mode silhouette permettent une vraie connexion qu'il y a entre les personnages du film. Parce que c'est ça qui intéresse Eggers, hein. C'est la psychologie, c'est le rêve, c'est la connexion psychique entre personnages, c'est la religion évidemment comme je l'ai dit, mais aussi le côté charnel, le sexe. Il n'y a jamais eu autant de sexe dans un film Nosferatu. Quand Orlok suce, il y a un côté très sexe pour le coup à la chose et les personnages vont orgasmer, t'as l'impression, ou en tout cas ils gémissent. J'aime beaucoup cet apport orgasmique au truc qui a toujours été un peu présent dans l'œuvre. Mais là, c'est complètement assumé, ça va au bout des choses. J'aime bien la manière dont il fait référence à des plans iconiques des précédents films, sans forcément les reproduire, mais tout de même. Une critique que j'ai à faire déjà, c'est que t'as l'impression qu'il a tellement peur de reproduire les films d'avant, qu'il va jamais oser te montrer les choses iconiques, ou alors des choses qui auraient pu être iconiques, ou iconisantes, j'en sais rien, mais il a peur. En gros, il veut reprendre l'histoire de Nosferatu, l'adapter à sa sauce, c'est ce qu'il a fait, en rendant hommage à des séquences cultes des œuvres de base, les deux œuvres d'ailleurs, hein, mais sans jamais les reproduire, ou oser les reproduire, ou se faire plaisir un peu avec ça. Donc il évite tout ce qui ressemble à ça. Mais en même temps, ce qui est paradoxal, c'est qu'il fait beaucoup de fanservice, et je vais vous expliquer pourquoi après. Mais je suis un peu déçu parce que je pense qu'il aurait dû se permettre un peu plus d'iconisation, même si ça ressemblerait beaucoup au film de base. Il aurait pu se permettre un ou deux plans un peu similaires, quoi. Il y a 60 ans entre les deux premiers films et 40 ici, il aurait pu tenter un truc. Parce que du coup, le problème de ça, c'est que vu qu'il tente jamais de reproduire des choses du passé, ou des choses similaires, ou des références plus que ce qu'il a fait là, il manque de plans iconiques. Pour moi, il n'y a aucun plan de ce film dont je vais me rappeler. Alors que les deux films d'avant, en les ayant revus et même découverts, il y en a plein qui sont iconiques et qui sont réussis. Là, je suis ressorti de la salle de cinéma sans un seul plan iconique où je me suis dit ça déchire, ça c'est une bonne idée, ça c'est mortel, ça c'est légendaire. Non, ça n'existe pas. Ceux d'avant, il y en a plein. Mais sa timidité lui a fait beaucoup de mal, j'en parlerai surtout en spoiler. Mais le souci quand même, c'est que même s'il y a une vraie ambiance qui est installée, un peu horrifique, un peu malsaine, c'est son film le moins malsain si on exclut de Northman, mais Northman c'est un film d'action. C'est son film le moins effrayant, le plus simple et basique en termes de film d'horreur. Il tombe dans beaucoup des travers des films d'horreur assez habituels et dans beaucoup de clichés qui sont assez problématiques dans des films d'horreur. Son film le moins gênant et effrayant et c'est dommage. Si on parle de film d'horreur, c'est celui qui a le moins réussi pour l'instant. En tout cas pour ceux qui s'attendent à de la peur, de l'angoisse, à du stress, du suspense, il n'y a rien de tout ça. Et si on compare à Nosferatu, les films d'avant sont bien plus angoissants, ce qui est dommage, mais tout ça est lié à plusieurs choses. Premièrement, il fait exprès de raconter la même trame narrative, c'est normal, c'est une réadaptation, avec ses thématiques à lui, la sexualité, la spiritualité un peu païenne, l'immersion rurale isolée, l'apocalypse, la mort, le sexe, l'emprise. En gros, il veut se réattribuer le mythe en tant que fan, parce qu'il adore Nosferatu de base, mais en rajoutant ses thématiques à lui. Sauf que les thématiques que je viens de citer ici, c'est pas que des thématiques à lui, c'est littéralement les thématiques de l'œuvre de base. Et c'est assez rigolo parce que maintenant que j'y pense, les thématiques de l'œuvre de base de Nosferatu, elles sont quand même extrêmement présentes dans toute la filmographie d'Eggers, et c'est là que tu comprends à quel point il a été inspiré par Nosferatu de base. Du coup, le fait de faire une nouvelle adaptation, c'est logique pour lui. Et le souci de ça, le fait que Nosferatu, les deux films, ou même le premier, peu importe, soient tellement liés thématiquement au cinéma d'Eggers, là, il refait un film à sa sauce,
qui est donc la sauce Nosferatu de base, parce que sa sauce en gros c'est Nosferatu. Et vu que c'est un fan et qui voulait pas toucher au mythe réellement, il fait un truc que je déteste. Le pire truc à faire en termes de fan, c'est qu'il adore tellement Nosferatu, l'ambiance et tout, qu'il a décidé de tout rallonger. Toutes les intrigues sont rallongées. Il prend les mêmes personnages qu'à l'époque, genre vraiment les mêmes, il en rajoute quelques-uns où il les modifie un petit peu, et il leur donne à tous des intrigues. Mais attention, parce que intrigue ne veut pas dire évolution. Donc en gros, il rajoute des personnages pour juste prolonger l'expérience, prolonger l'ambiance, donner plus d'explications, créer un monde. Mais c'est pas des vrais personnages. Ils n'ont pas d'évolution, ils n'ont pas vraiment de personnalité, ils n'ont pas grand-chose. Ils sont juste là, généralement, pour le world building. Et ça, c'est un vrai problème. Parce que du coup, si t'enlèves beaucoup de ces intrigues-là, t'as fatalement les mêmes films. Et ça, on le sait parce que ces films-là existent déjà. Il y en a deux, et encore ceux du passé sont pas les mêmes. Mais là, il a vraiment beaucoup rajouté. Et ce qu'il a rajouté pour moi fait du mal à l'efficacité même du film d'après moi. Ce que je respecte, c'est qu'on n'est plus vraiment dans un film de vampire. On est dans un film un peu prophétique, d'exorcisme, plus qu'un film Dracula de vampire. Parce que ne l'oubliez pas, hein, Nosferatu est à la base une adaptation illégale et illégitime de Dracula. C'est la même histoire, sauf qu'ils n'avaient pas les droits à l'époque. Du coup, c'est un film qui a le cul entre plusieurs chaises. Entre world building un peu forcé avec beaucoup de choses, peu de subtilité et dans des clichés du film d'horreur basique. Le film de vampire qui est pas du tout assumé et qui fait plus film apocalyptique mais un peu d'infecté bizarre, j'ai pas envie de trop en révéler. Et du coup forcément ces différentes intrigues dépendent des acteurs et si on parle de Lily Rose Depp, bah en vrai elle joue pas mal, mais il en fait des caisses, c'est son rôle, et joue la personne qui doit être plus ou moins exorcisée, on le voit dans la bande-annonce, hein, c'est pas un spoil. J'y ai pas cru, et m'a pas fait ressentir grand-chose, parce qu'elle était un peu trop active, j'ai envie de dire. J'ai pas ressenti la tendresse ou la passion que son personnage aurait dû avoir, et cette nouvelle approche de la rendre extrêmement active dans le conflit dans le film, pour moi ça gâche un peu l'impact qu'aurait pu avoir ce film. J'en parlerai surtout en spoiler, hein, mais je trouve son personnage quand même assez raté. Tout ce qui concerne Aaron Taylor Johnson, c'est rallongé à mort sans intérêt. Tu ne ressens rien pour lui, pour sa famille, peu importe, tu t'en fous. Pourtant, j'aime bien les acteurs, hein. Lui et McCory, normalement j'aurais dû adorer. Ralph Fiennes, acteur que j'adore, son intrigue trop longue, et surtout ça ajoute Willem Dafoe. Alors là, Willem Dafoe, son intrigue à lui, inutile. C'est des explications scénaristiques aux spectateurs. Et j'adore Willem Dafoe et il est très bon, mais ça sert à rien. Tu le coupes, c'est la même chose. Hoult est efficace et joue bien, mais vu son personnage, il est rapidement mis de côté. Et le souci, c'est ça, c'est ces nombreuses intrigues à rallonge, les dialogues trop surexplicatifs, tu perds beaucoup de temps dans l'impression, il y a un gros, je dirais même pas ventre mou, mais c'est du remplissage, quoi. Du coup, le film est pas du tout efficace, et le gros problème du film, et c'est pas censé être un problème normalement, parce que c'est la force de tous les autres films, c'est le compte Orlok. J'ai pas envie de dire que c'est une catastrophe, mais le traitement du personnage, la tentative qu'il a essayé de faire ici Eggers, pour moi, c'est complètement raté. Il n'est pas du tout iconique, il est pas du tout flippant et le fait de l'avoir autant mystifié dans son cœur de fan, pour moi, a gâché son personnage. Il avait tellement peur de maltraiter son personnage, il en a tellement une image, on va dire, divine dans sa tête de ce qu'est le comte Orlok, que pour moi, il est passé à côté de tout ce qui rendait Orlok flippant. Et vous allez me dire, non, mais c'est une nouvelle adaptation du personnage et tout, pas vraiment. Il essaye des trucs, hein, mais tout ce qu'il essaye ne marche pas. Et le fait que Orlok soit vraiment raté, tout le film tombe un peu à l'eau. Et c'est ça qui me fait chier, c'est que j'adore la mise en scène, j'adore l'ambiance, j'adore plein de choses, plein de choix, mais vu que c'est tellement long, vu que c'est trop surexplicatif, vu qu'on nous prend pour un débile tout long, vu que ça tombe dans plein de travers de films d'horreur classiques avec des intrigues qui n'existaient pas avant, qui ont été rajoutées et qui n'aident pas du tout le film, il est tombé dans tous les travers qu'il évitait généralement dans ses films. J'aurais dû me sentir angoissé, j'aurais dû avoir peur des jumpscares. Il y en a quelques-uns, ils sont assez ratés, je trouve, majoritairement, parce que l'anticipation est ratée. Il essaie d'imposer un compte à rebours qui n'a pas vraiment de logique scénaristique et ça marche pas en termes de rythme non plus. Ce qui est bien avec Nosferatu, c'est que c'est une histoire très simple, avec beaucoup de complexité. Mais sauf que lui n'a pas réussi à trouver les complexités de son histoire. Et c'est ça qui m'énerve, c'est qu'en théorie, thématiquement, j'aurais dû adorer son œuvre. J'adore les décors, j'adore la ville, j'adore même la musique qui est très bien, j'adore l'utilisation des effets spéciaux, j'adore les prothèses et autres. J'adore ses transitions. J'adore son aspect technique. J'adore la photo que j'ai trouvé très belle avec du relief et un vrai travail sur les différentes lumières. Top. Mais qu'est-ce que c'est long pour rien. Il y a une demi-heure qui ne sert à rien. Et il y a un manque cruel d'émotion qu'il y a dans tous les films de vampires en général, en tout cas les bons films. Donc en fait, c'est ça mon souci, c'est qu'en vrai, c'est un bon divertissement. C'est sympathique. Il y a de vraies qualités, mais il n'est pas efficace, quoi. Vu que c'est un fan, il en a fait trop. Et il s'est perdu. Son obsession de vouloir enrichir l'univers est clairement sa perte. Honnêtement, c'est une recommandation assez tiède. C'est-à-dire que oui, si vous n'avez jamais vu Nosferatu, peut-être vous allez kiffer, mais je vous conseille vraiment de vous mater les deux films d'avant parce qu'ils ont vraiment bien vieilli et ils sont assez mortels et intéressants et flippants pour le coup. Pas en termes d'horreur forcément, mais par rapport au personnage d'Orlok, et ils sont meilleurs que le film d'aujourd'hui, hein, largement. Et si vous aimez Nosferatu, il y a moyen que vous soyez diverti par le côté technique, l'ambiance et tout. Mais c'est vrai que malheureusement, je vais pas vraiment me rappeler de ce film. Il est pas mauvais, il est pas mal et peut-être même un bon film, mais il ne va pas transcender le temps d'après.
d'après moi. Et c'est pour moi de loin le film le moins intéressant et le plus mineur de sa carrière. Et c'est dommage qu'il soit tombé dans tous les soucis que j'aime pas moi dans l'horreur et que je trouve inefficace là, alors que c'est l'un des mecs que j'aimais le plus dans l'horreur. Je vais continuer de l'aimer, je pense qu'il a une carrière hyper intéressante et il fait du bon taf, mais qui retourne faire des idées plus ou moins originales, parce que là, ce projet de cœur qu'il avait depuis longtemps, pour moi ça va pas. Je suis désolé de le dire, hein, mais c'est ce que je pense et du coup c'est dur à recommander. Mais je suis sûr que plein d'entre vous vont adorer, mais c'était pas trop mon cas, même si j'ai passé un bon moment. Et maintenant, je vais passer en spoiler. Le gros changement quand même par rapport à un personnage, c'est le personnage de Lily Rose Depp. Dans ce film-là, on apprend qu'il a toujours eu une connexion avec Nosferatu. Il y a un côté un peu prophète élu. Elle vient nous dire que l'apocalypse arrive et il faut l'arrêter. Mais on sait qu'elle a eu un lien avec lui. Limite, ils étaient amants. C'est l'impression que t'as dans le film. Et du coup, t'as cette impression d'amour entre eux qui se retrouve après de longues années. Ce que je trouve assez intéressant en soi. Le symbole de cette maladie-là qu'il a eu, en fait, c'était juste l'emprise de Nosferatu dont elle s'est défaite par l'amour. Et lorsque cet amour disparaît de la maison parce que Nosferatu l'a littéralement attiré pour reprendre l'amour sur elle, c'est intéressant, je trouve, ce parallèle. Je trouve que c'est une bonne idée. Le côté que c'est elle l'élue, la prophétie, alors que tout le monde la prend pour une folle, il y a un côté un peu christique, messianique au truc qui est pas mal. C'est un changement de scénario que je trouve bien. Il y a un côté Christ, antéchrist à la chose qui est pas mal. Et justement, lui fait tout pour revenir vers elle. À titre de comparaison, dans les autres films, lui, il n'est pas au courant de son existence. En gros, ce qui se passe, c'est qu'il voit la photo par rapport au personnage de Nicolas Hoult. Dans ce film-là, il n'a pas une photo, mais une mèche de sa femme. Alors que là, tu vois, il prend sa mèche et c'est ça qui le motive à s'en aller. C'est pour ça qu'il organise le bateau et des choses comme ça. Dans les autres films, il voit la photo et il tombe amoureux d'elle et c'est ça qui le mène à sa perte dans les autres films. C'est son amour pour elle et c'est l'une des thématiques de l'œuvre. J'en parle dans quelques secondes. Là, il y a une connexion qui est faite avant et je trouve que c'est une idée intéressante. Est-ce que c'est moins efficace? Je trouve aussi et moins intéressant pour Orlok, mais c'est une idée qui est plutôt bien amenée. En plus, ça permet de parler des thématiques de l'amour et des choses comme ça. Pas fan de la possession parce que c'est trop simple, trop cliché, déjà vu 20 fois et ça donne un côté un peu démon à Nosferatu qui est moins intéressant, je trouve, que juste un mec qui est amoureux d'une meuf qu'il a vue en photo. Donc il y a un côté vraiment destinée croisée, possession qui est là, que je trouve mal géré, que ce soit en termes d'acting, en termes de mise en scène, en termes d'exorcisme. J'ai pas envie de voir Robert Eggers réaliser un truc comme ça, quoi. Là, il a prouvé qu'il était pas assez bon. Je trouve en tout cas. Il a fait les clichés de l'exorcisme sans rien apporter de nouveau. J'aime bien l'idée que elle utilise le sexe pour rendre jaloux Orlok. Elle fait ça en plus lorsqu'elle est possédée. À la tombée du jour, ils sont évidemment en connexion et c'est ça qui lui fait du mal. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que son sacrifice à la fin n'est pas juste parce qu'il y a la peste dans la ville, mais c'est aussi par son amour pour son homme, ce qui est une chose que j'aime bien, un bel ajout. Elle veut sauver son homme aussi, d'où son sacrifice, un peu poétique, et du coup c'est comme deux amants qui meurent ensemble, et c'est la seule poésie qu'il y a dans le film, et c'est le seul plan que je trouve vraiment beau et poétique, avec les fleurs autour d'eux, son corps frêle et maigre sur elle et l'amour qu'ils ont partagé. Mais en termes de film, cette nouvelle addition qui n'était pas avant, je la trouve pas bien, parce que c'est juste le b.a.-ba des films d'horreur, et c'est pas assez percutant. L'intrigue Aaron Taylor-Johnson, Emma Corrin, j'ai détesté. C'est des personnages qui existent dans les autres films, mais ils sont quasiment pas présent. Là, il y a un lien par rapport au fait que c'est son navire, qu'il est riche, qu'il est hyper sympa, qu'il aime sa femme, il aime ses enfants. C'est un peu le mec parfait. Il veut les aider, même s'il en a marre, il continue de les aider, quoi qu'il arrive. Et il symbolise un peu cette population qui n'y croit pas. Parce que le but de son personnage-là, c'est d'être convaincu. On essaie de le convaincre que le mal existe et qu'il est fantastique. Lui, il croit pas à tout ça. C'est un businessman, il croit à la médecine et des choses comme ça. C'est tout. Encore une fois, cliché de film d'horreur, intrigue rajoutée qui n'a d'après moi pas sa place ici. Et en vrai, t'aurais supprimé cette intrigue-là, qu'est-ce que ça change? Dans les autres films, on dit juste que le personnage de Lily Rose Depp est chez des amis, et puis basta, ça suffit. Là, ils ont essayé de créer un attachement à ces personnages-là, parce que Orlok allait venir les tuer, et on est censé ressentir de l'émotion. Mais on s'en fout. Déjà, le cliché des enfants qui voient des monstres et qui se font buter, moi je trouve ça génial, j'adore quand les enfants se font zigouiller dans des films, surtout par des monstres, top. Mais la scène n'est pas marquante, flippante, et j'aurais aimé, je sais pas, qu'ils voient ses enfants morts, ou des choses comme ça, ou qu'ils réagissent au fait qu'il a eu un flingue et qu'il n'a rien pu faire. Non, non, il meurt et puis basta, quoi. L'excuse, c'est évidemment la peste et des choses comme ça. Mais même lorsque ces gens-là meurent, t'es pas convaincu, c'est pas impactant émotionnellement, c'est une intrigue en trop, clairement. En plus, l'accent, je trouve un peu bof, l'acting pas ouf, mine de rien, mais c'est pas leur faute, c'est juste leur intrigue qui sert à rien. Et la gestion du deuil est pas bien ici. Par contre, je pensais qu'à la fin, il allait coucher avec sa femme, morte, ça aurait été peut-être un truc un peu intéressant en glauque, mais non, juste il embrasse, même si vu la position, on dirait qu'il a couché avec elle, et il décide de mourir avec elle parce qu'il a aussi la peste. Mais j'ai détesté l'intrigue, je trouve qu'elle était trop longue pour rien, comme l'intrigue avec Ralph Fiennes et Willem Dafoe. Alors Ralph Fiennes, Willem Dafoe, j'adore les deux acteurs, mais soyons d'accord, il n'y avait aucune raison d'avoir deux personnages pour ce rôle-là, quoi. Il fallait un gars, un médecin, qui
un peu intéressé par l'occulte. Et plus il fait son enquête, plus il se rend compte que peut-être il y a un truc occulte plus que réellement juste médical. Et cette enquête pour la vérité, en vrai, est trop longue. Et on s'en tape un petit peu. Tu vois, nous les spectateurs, on sait que c'est un vampire, mais là c'est un peu différent. C'est pas que un vampire. C'est Nosferatu. C'est l'apocalypse. C'est la fin du monde. C'est l'antéchrist presque. Et en plus, ils essaient de convaincre tout le monde que c'est la fin du monde, la peste arrive, et ils essaient de convaincre tout le monde que c'est fantastique. Alors le fait qu'ils aient fait ce choix-là, de convaincre les gens, de faire une enquête, je trouve inintéressant. Nous, on sait que les personnages savent que ce qui se passe est fantastique ou pas, ça change pas grand-chose. Et d'ailleurs, dans les autres films, c'est juste fait avec quelques bouquins. En gros, le personnage de Nicolas Hoult trouve un bouquin chez les Roumains, en mode « Ah, c'est comme ça qu'on tue Nosferatu » et puis basta. Ils connaissent les Roumains, ils ont l'habitude des vampires. Là, c'est toute une intrigue, tout un personnage, tout un développement, pas des personnages, mais de l'intrigue, pour de la surexplication sur un truc qu'on sait déjà 1000 fois et qu'il faut même pas expliquer, quoi. C'est une excuse pour entrer dans un peu le côté mystique, païen, que Eggers aime bien. Et le fait d'avoir démystifié un peu le truc est même pas efficace, parce que ce qui marche bien avec Nosferatu, c'est pas que le côté mystique. On sait tous que c'est un vampire. C'est que justement, on n'en fait pas des caisses. Nosferatu est efficace parce que c'est juste un vampire. Et c'est ça qui est flippant. Le concept même de vampire est flippant. Là, ils en font des caisses. Et je suis désolé, ce rôle-là aurait dû être joué par une seule personne. Et ils auraient dû mélanger les intrigues plutôt que faire des allers-retours en mode « Ah, mais lui, c'est un médecin suisse qui a été banni de la Suisse et tout. » C'est bon. Remplissage à mort. Et même si j'adore l'acteur de Simon McBurney, qui a fait un super travail, il est top en Urnok, mais pourquoi est-ce qu'ils ont spoil le twist? Genre dans les autres films Nosferatu, le fait que c'est un associé de Nosferatu est un twist. C'est un twist au milieu du film où tu comprends qu'en fait, tout est organisé par Orlok pour qu'il vienne ici foutre la merde. Son personnage, il sert juste à être un compte à rebours, ce qui est bien ici en théorie, ils l'ont bien fait. C'est à la fois un serviteur et le compte à rebours pour lorsqu'il arrive. Mais lorsque Orlok arrive, normalement c'est la fin de l'intrigue. C'est là qu'il peut se déchaîner. Mais encore une fois, c'était juste pour mettre un peu le point sur le délire païen. Ah, regarde, au fait, il y a une secte, il y a des bouquins, des choses comme ça. C'est moins pertinent, moins fort, je trouve, mais vu qu'Eggers kiffe le délire de secte, bah fallait qu'il le mette. Là, t'as 3 intrigues qui sont beaucoup trop longues. En vrai, Nicolas Hoult, j'aime beaucoup son aventure. Tu vois qu'en réalité, il a pas vraiment besoin de quitter le foyer familial. Il a pas vraiment besoin de ton argent, mais il le fait. Tu vois, il y a une femme qui veut lui, littéralement au début de l'œuvre, elle veut coucher avec lui, mais lui il veut s'en aller. Il part à l'aventure, qui est vraiment bien cette aventure. L'immersion dans le village païen est géniale, mais le gros changement par rapport à l'œuvre, c'est que bah, les Roumains sont au courant de Orlok. Et lui, il part d'Orlok, et en roumain, il dit, il y a des sous-titres pour ça, ne va pas au château, ça sert à rien. Mais dans les autres œuvres, ils sont en mode, n'y va pas putain, tu vas te faire zigouiller. Tiens ce livre, lis sur ce mec, tu vas te faire tuer, n'y va pas. Là, les Roumains, ils sont en mode, ouais, bon, n'y va pas. C'est là qu'il assiste à un rituel païen où il tue un autre vampire, ou un équivalent, donc il comprend comment faire. C'est à moitié entre le rêve, somnambulisme et la réalité parce qu'il a les chaussures pleines de boue. T'as un gros build-up pour arriver au château qui est réussi avec la calèche, l'imagerie, je trouve ça génial. Tu vois, t'as un stress, un build-up, putain, on va enfin voir ce mec, Orlok, qui a toujours été introduit dans les films de manière badante, flippante, angoissante. T'attends la révélation. En plus, on dirait le château de Bran, que moi j'aime beaucoup, pas le château de Bran qui est un peu nul, mais l'esthétique en tout cas dans ce film-là. Et quand même, le gros twist par rapport à ce personnage-là, c'est qu'à la fin, il ne devient pas un vampire. Dans le film de Herzog, Uther devient un vampire. Parce que le film de Herzog rajoute l'idée que ce que Orlok a est contagieux et que Uther devient le prochain Orlok. Là, c'est pas du tout dans le film, c'est pas une bonne ou mauvaise chose, mais c'est pas dans le film. Alors que c'est un peu teasé comme ça, j'ai l'impression. Il se fait quand même sucer 2 fois, je devrais dire mordre plutôt, je pense. Mais c'est pas le cas, c'est même pas vraiment sous-entendu. Mais c'est là qu'on arrive à Orlok. Et pourquoi je n'aime pas le traitement de son personnage? C'est vrai qu'au début, il le cache volontairement longtemps. Tu vois que le design de Orlok, pour Eggers, il est important parce qu'avant de le montrer, il prend son temps. Dans les autres films, dès qu'il arrive au château, t'as ce mec qui arrive. Il arrive de manière normale, comme si c'était un peu un humain. Il arrive, il fait bonjour, bah, il est un peu bizarre, glauque et tout, mais voilà, il fait bonjour. Là, on le voit pas. Nicolas Hoult, son personnage, le voit. Mais nous, en tant que spectateurs, on le voit pas. Du coup, il fait plus le film pour ses personnages, il fait le film pour le spectateur. Ce qui, moi, me dérange un petit peu, parce que normalement, le choc est que tu découvres ce personnage-là en même temps qu'Uther, et toi, en tant que spectateur, tu vis les mêmes émotions qu'Uther. Mais lui, il a dû se dire, ok, bah, vu que tout le monde connaît Nosferatu, je vais faire patienter un peu les gens, et je vais changer un peu le design. Mais sauf que, du coup, Uther, tu ne vis pas son émotion à lui, en même temps que lui, parce que toi, tu vois pas ce qu'il voit. Et il traîne en longueur, en révélant à chaque fois des petits détails sur lui, mais tu vois jamais réellement Nosferatu, enfin Orlok, avant un moment. Et le souci, c'est que dans les autres films, Orlok, on dirait juste bah, un mec un peu malade, un humain, bon, qui est un peu dégueu, crade, un mec un peu isolé. Tu vois, on dirait un gars qui a des maladies, qui est pas bien, mais qui est un petit peu humain tout de même, quoi. Limite, t'as pas envie de le juger. Presque, il fait de la peine. Là, pas du tout. Là, Orlok est clairement un monstre. Alors, il faut parler de ça. J'adore son manteau, super, génial, ça lui donne une vraie masse, alors qu'en fait, il est tout petit et frêle. Mais je suis moins fan du délire monstre, zombifié, infecté, vampire. On lui a donné une apparence un peu pourrie, afin de justifier un peu la peste. C'est normal que lui crée la peste, vu à quoi il ressemble. Mais c'est un peu mon problème déjà. Il est tellement dégueulasse, il est tellement flippant, il a cette vibe moustachu, Vlad Tepes, hein, clairement, l'inspiration pour Dracula. Il ressemble à des oncles que j'ai en Roumanie, hein, je déconne même pas. Le délire moustache communiste,
sioniste avec un peu de cheveux. C'est ça, hein, la Roumanie. Hein. Je déconne un peu en disant ça, mais j'ai des oncles qui ressemblent à ça. Mais tu vois qu'il a fait exprès, tu vois, c'est des traits humains, la moustache, les cheveux, le manteau, pour se rendre humain et du coup attirant pour les hommes, pour pas que les humains aient trop peur de lui. Mais je trouve qu'il en fait des caisses. Entre sa respiration, son énorme manteau, Eggers, il insiste sur la masse. Il insiste sur l'interdit, sur ce qu'on voit pas. Et on met un long moment avant de le voir. C'est lorsque son cercueil s'ouvre pour la première fois qu'on le voit et là on voit tout. On le voit à poil, littéralement. Et je pense qu'honnêtement, la simplicité aurait mieux marché. Là, on tombe dans un travers de clichés de monstres de film assez classique. Alors que le délire un peu petit homme, frêle, flippant, était parfait quoi. Et ce qui m'énerve chez Eggers, c'est qu'il passe un long moment avant de réellement le montrer. Mais normalement, après que t'aies montré le visage du mec, tu devrais le montrer tout le temps. C'est bon, la surprise est finie, maintenant tu peux le montrer, interagir, avoir des dialogues, mais après on le revoit quasiment jamais non plus. Il est toujours présent, mais toujours dans l'ombre. Tu sais, on cache souvent son visage. Il laisse pas jouer Bill Skarsgård. Moi, sa respiration, sa voix et tout, je suis pas fan, mais à la limite. Mais au moins laisse-le jouer, qu'on le voit réellement. Mais non, en fait, Eggers, il voit Nosferatu comme une figure de l'ombre, comme une figure mystique, magique, divine, qui n'a pas de visage ou qui se révèle uniquement aux élus ou des choses comme ça. Et moi, honnêtement, je trouve que ça le rend beaucoup moins flippant. Le fait de montrer le monstre, surtout parce qu'il est très humain à la base, ça le rend flippant. Parce qu'en fait, il agit comme un humain, parce qu'à la base, normalement, c'est un humain, hein, c'est un vampire, mais il a changé. Nosferatu, Orlok ou Dracula de manière générale, c'est un mec intelligent, un peu excentrique et bizarre, bien sûr, qui a des pouvoirs, qui manipule, qui utilise des compétences d'humain pour arriver à ses fins. Et au fait, sa grosse perte à Nosferatu, c'est en fait son ambition. C'est son désir du sang et du corps charnel d'une femme. Et filmer comme ça le monstre, pour moi, le rend moins intéressant d'un point de vue scénaristique et le rend beaucoup moins personnel. Il n'y a pas vraiment de drame lié à ce personnage-là. Là où dans les autres films, il y avait un côté dramatique et tragique à ce vampire. Quelques exemples. Lorsque Uther se coupe le doigt avec le couteau, dans les autres films, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Nosferatu insiste. Il veut lui lécher le doigt. Il essaie de trouver plein d'excuses pour toucher le sang. Parce que c'est ce qu'il adore. C'est plus fort que lui. Il doit toucher du sang, il doit l'avoir dans sa bouche. Dans ce film-là, magie. Il tombe dans les pommes, ensuite il se fait mordre, et puis basta. C'est moins flippant. Lorsque dans les autres films, Nosferatu vient dans ta chambre, il fait flipper. Tu vois, il arrive tout doucement, et toi, comme Uther, tu sais pas comment tu réagirais. Est-ce que tu irais courir? Est-ce que tu te battrais? Parce qu'il y a un côté un peu social en mode, c'est ton hôte, il est un peu bizarre, excentrique, mais il reste professionnel, t'as un contrat à signer, tu veux l'argent du contrat, des choses comme ça. Donc le fait que le monstre arrive ici crée une sorte d'angoisse, et ensuite, après que cette angoisse est rentrée dans le personnage, le monstre peut utiliser ses pouvoirs ou des choses comme ça. Mais là, à chaque fois, lorsque Nosferatu ou Orlok, intervient, c'est de la magie. Uther, il est toujours entre le rêve et la réalité, et il se fait toujours avoir par magie. Et il se trouve que c'est moins flippant, moins inquiétant. Il voit jamais la menace arriver, ou presque, Uther. C'est ça qui est moins inquiétant. Dans ce film-là, Eggers n'a aucune envie de l'humaniser, n'a aucune envie de nous faire ressentir quelque chose. Dans les autres films, il parle, c'est un humain. Il est bizarre, hein, mais il a des conversations. C'est quelqu'un. Là, c'est juste un monstre un peu apocalyptique. C'est aussi dommage, parce que dans les autres films, c'est Uther qui l'aide à organiser le voyage en bateau. Là, non, Uther s'en va, lui organise le voyage en bateau. Tu te demandes pourquoi est-ce qu'il a attendu autant de temps avant de faire son voyage. La théorie, c'est qu'il lui fallait du coup la mèche et qu'il voulait tourmenter du coup cet homme qui est le mari de la femme qu'il aime. Et c'est pareil avec le bateau. Le bateau, il avait peur d'être iconique, il avait peur de réutiliser les mêmes plans du film, des films de l'époque, et du coup, il fait rien. Il y a aucun plan cool dans le bateau, c'est pas du tout flippant. Il a raté le passage en bateau, quoi. L'un des cœurs iconiques cinématographiques des autres films. Là, le passage en bateau, c'est anecdotique. Pourtant, c'est un compte à rebours assez fort. Mais au fait, Eggers, ce qui l'intéresse lui, c'est pas le passage en bateau qui intéressait les autres, c'est l'arrivée. En fait, il veut que Orlok passe plus de temps dans la ville au lieu de passer du temps dans le bateau. Dans le bateau, c'est un mec qui contamine les autres. C'est la peste. On le voit au fur et à mesure. Il commence à tuer les gens. Il les tue, mais en même temps, il pilote le navire. Tu vois, il y a un truc un peu, il veut pas que son plan échoue. Et lui, dès qu'il arrive en ville, il va aller à son objectif. Là, c'est pas le cas. Et là, le fait qu'il ramène la peste, c'est clairement son plan, c'est prévu. Dans les autres films, c'était le cas aussi, mais on aurait plus dit une coïncidence symbolique. Là, vu que c'est lui, l'antéchrist, qui ramène la peste, dans les autres films, c'était en fait une interprétation de cet homme-là qui, au fait, est plus qu'est-ce qu'il paraît. Mais vu que c'était un humain, plus ou moins, là, on le sait déjà, tu vois, c'est le diable et tout, c'est le mal, disent-ils, et il ramène la peste, forcément, comme si c'était prévu. Dans les autres films, il y avait un truc un peu plus anecdotique, presque, de la peste, comme un truc un peu secondaire. Là, t'as l'impression que c'est le plan, ce qui est moins impactant, mais bon, sur ça, je chipote un petit peu. Hein. Et du coup, on n'a pas beaucoup de Orlok dans le film, ça c'est vrai. Et pour moi, lorsqu'il arrive dans sa nouvelle maison, qu'est-ce qu'il fout? Il a un plan. Il est venu pour une femme. Qu'est-ce qu'il fout? Dans les autres films, et je suis désolé de comparer à chaque fois, mais les autres films l'ont beaucoup mieux fait. Dans le premier film, il regarde, il admire cette femme parce qu'il sait pas encore s'il la veut. Dans le deuxième film, il va lui parler assez rapidement parce qu'il sait qu'il la veut, mais il observe quand même un petit peu avant. Là, il sait qu'il la veut et il lui donne un chrono de 3 jours. Il va torturer les autres membres de ses amis, sa famille, avant de la voir. Pourquoi Nosferatu demande le consentement là? Je comprends pas. Je veux bien qu'il prépare un plan, mais pourquoi 3 jours? Surtout que c'est pas comme si ces 3 jours impactaient quelqu'un d'autre sauf la femme. La femme n'en parle même pas de ces 3 jours de ce chrono. Non, c'est un secret qu'elle garde.
merde pour se sacrifier. Mais le fait qu'il se téléporte, qu'il utilise de la magie dans la ville, je trouve ça un peu nul aussi, quoi. Ce qui était bien encore une fois aussi avant, c'est que le mec pouvait se faire choper, quoi. Il a un côté moins mystique parce qu'il a été démystifié et surexpliqué, mais en même temps, il est tellement puissant et divin que pour les gens, c'est un peu mystique. Mais toi, en tant que spectateur, il y a plus ce côté mystique qui était intéressant. Et il y a plein de choses que j'aime bien, comme je vous l'ai dit, lorsqu'il couche avec le corps de Nicolas Soult encore en vie, Nicolas Soult qui orgasme et des choses comme ça. Il y a plein de passages que j'aime bien visuellement, mine de rien. J'aime bien la connexion avec le personnage de Lily Rose Depp avant même qu'il se voit dans le film, mais c'est trop long pour rien. Et pour moi, il a pas capté le personnage qui est beaucoup moins flippant. Et c'est pas qu'une question de design, c'est une question d'écriture. Et je suis désolé d'avoir comparé aux deux films d'avant, mais les deux films d'avant le font beaucoup mieux. Et là, je trouve que il est passé à côté, quoi. Et les gens vont dire ouais, mais s'il faisait pareil, t'aurais gueulé. Je pense pas, parce que les films Nosferatu, il y en a quoi, un tous les 60 ans, 60, 40 ans, on va dire. S'il avait pris la même histoire, mais avec ses visuels, j'aurais peut-être critiqué le manque d'originalité, ok, mais j'aurais applaudi la mise en scène, parce que la mise en scène, je la kiffe dans ce film. C'est ça qui m'énerve. C'est l'histoire que je trouve nulle et ratée. Et il est passé à côté, quoi. Bref, je vais m'arrêter là. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Avez-vous adoré ou détesté? J'ai envie d'avoir votre avis. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description. Et n'encore pas anglais afin de débloquer toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité, sécurité et avec beaucoup plus d'œuvres. Tout ça pour 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de contenu exclusif. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.